Ce podcast existe grâce au soutien de Non-Violence 21, du CENAC, le Centre pour l'action non-violente, et de l'association Sortir de la violence. Il existe aussi grâce à tous les généreux donateurs et donatrices qui me soutiennent de manière ponctuelle ou régulière et que je tiens ici à remercier chaleureusement. Belle écoute. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elle nous offre pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Aïssa. Avoir de l'espoir, ce n'est pas croire que les choses vont bien se passer. C'est penser qu'elles auront un sens, disait le président philosophe Václav Havel. Depuis que j'ai lancé ce podcast, ma vie me semble plus cohérente. C'est comme si un nouveau chemin s'était ouvert pour moi, où à chaque tournant se révélaient de nouvelles découvertes, de nouvelles prises de conscience, et ce qui me touche par-dessus tout, de nouvelles rencontres. Ce sont Ariane Guibert et Benoît Tirant qui m'ont trouvée. Je cherchais une association en Belgique qui fasse rayonner la non-violence quand j'ai reçu un message d'eux, via le site de l'émission, dans lequel ils se réjouissaient d'avoir découvert mon travail. Non seulement leur association Sortir de la violence répondait en tout point à mes recherches, mais voilà que leur fondateur voulait me rencontrer. Et c'est ainsi que depuis plusieurs mois, nous échangeons régulièrement tous les trois, et que j'ai pu prendre connaissance de leur parcours si riche dans la non-violence active, comme ils l'appellent. Que ce soit en Équateur, puis en Belgique, ils ont consacré ces 3 dernières décennies à pratiquer la non-violence et à former à celle-ci les personnes ou les groupes qui cherchent un sens à cette expérience mystérieuse qu'est la vie. Qu'est-ce que signifie la violence ? Et Dieu, que fait-il ? Peut-il même exister face à la violence ? Ces questions animaient Ariane et Benoît avant qu'ils ne découvrent la non-violence et à sa lumière revisitent le message de Jésus. Seule la puissance de l'amour peut réparer et redonner de la cohérence à ce qui, apparemment, n'en a pas. En décidant de se consacrer à la non-violence, tous deux ont su garder intact leur espoir. Et pour cause, ils ont donné un sens à leur vie. Une fois n'est pas coutume, c'est un couple que j'ai interviewé. Vous comprendrez bien vite pourquoi dans ce premier volet, parce qu'il y en aura un second, où nous parlerons principalement de leur cheminement vers et dans la non-violence et de la pédagogie qu'ils ont développée. Ariane Guibert et Benoît Tirant, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? La non-violence, c'est cultiver la vie, par opposition à la violence qui, d'une façon ou d'une autre, détruit la vie. Alors en même temps, j'ai aussi envie d'y amener la notion de chemin, parce que c'est pas quelque chose qui se fait en un coup, c'est vraiment un chemin. Et donc, j'aurais envie de rajouter la non-violence active, c'est l'art de cultiver la vie et l'amour. Voilà, si je devais dire en peu de mots... C'est par là que je commencerai. Et vous, Ariane ? Mais moi, je rajouterais que ça commence d'abord par soi, un chemin intérieur de prise de conscience de la violence en soi, du regard qu'on porte sur soi-même, sur les autres, sur le monde. Et puis, il y a la dimension dans l'interpersonnel, c'est comment j'entre en relation avec l'autre, comment j'entre dans son monde, je le rejoins là où il est, dans son point de vue, etc. Et puis, il y a aussi tout ce qui est au niveau de la société, dans un groupe, dans une communauté. Comment est-ce que la non-violence peut transformer justement ces relations-là ? Et à tout moment, il y a moi avec l'autre, et puis il y a moi dans une société, un groupe. Comment je vais agir, comment je vais témoigner de cette non-violence et de l'amour. Alors c'est la première fois que j'interviewe un couple, mais cela m'est apparu comme une évidence en fait quand je vous ai rencontrés, parce que j'ai vraiment eu l'impression que la non-violence était une partie constitutive de votre histoire. Quel rôle a joué la découverte de la non-violence dans votre cheminement à tous les deux et ensemble ? Alors je dirais, il y a d'abord des prises de conscience, une reconnaissance. En fait, on s'est rendu compte que tous les deux, déjà dans notre enfance,
On a vécu des formes de violence, d'habitude que nous, on ne nomme même pas violence et que personne ne nomme violence. Okay. Chez moi, c'était par moments comme un mur qui tombait entre mes parents et que moi, j'ai vécu très difficilement comme enfant. Chez toi, Ariane, je te laisse dire. Nous, on était les rois pour discutailler à table et avec vraiment cette dimension de vouloir avoir raison. Et puis en même temps, quand on terminait nos discussions et où moi peut-être j'avais l'impression d'avoir raison, j'étais contente, en même temps il y avait une tristesse en moi parce que je sentais qu'il y avait quelque chose dans la relation qui était coupé, cassé et je me sentais pas bien avec ça. Et du coup, c'était tout ce chemin pour moi d'apprendre à pouvoir regarder l'autre sans avoir besoin d'avoir raison et de me dire je peux exister avec mon point de vue, il peut exister avec le sien, on peut cohabiter, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave en fait. Quand a eu lieu votre rencontre ? Tout bêtement au sport d'hiver, voilà. Mais en quelle année ? C'était il y a combien de temps ? C'était donc en 85. En ski ensemble, on s'est rendu compte qu'on appréciait bien, qu'on aimait se retrouver sur les mêmes télésièges pour discuter, que c'était sans fin, on pouvait discuter sans fin. Et que, Mais voilà. alors justement, Ariane, qui était Benoît, le jeune homme que vous avez rencontré ? Aïe, ça c'est très intime. Mais c'était un jeune homme d'abord très beau, avec des très beaux yeux. Et alors, cette façon son élan de vie et de questions et d'être toujours en recherche de sens dans tout ce qu'il faisait et cette capacité d'échanger vraiment. J'avais l'impression qu'on pouvait effectivement parler de beaucoup de choses très profondes. Je me suis sentie très vite à l'aise avec lui, oui. Et vous, Benoît, qui était Ariane, la jeune femme que vous avez rencontrée ? Alors Ariane, il y avait une lumière, il y avait quelque chose. Je me rappelle un moment, elle est arrivée dans un endroit où on était en train de manger avec un groupe et je sais pas, j'ai eu l'impression que waouh, d'un seul coup, il y avait une énergie de vie qui était là. Et puis c'est vrai qu'on a très vite partagé sur des choses assez essentielles. Quelque chose qui nous frappe parce que on le constate depuis le début de notre relation, c'est que en fait, avant d'être un couple homme-femme, etc., on a reconnu qu'on était des amis. Vraiment, on est des très grands amis. Et même nos enfants, parfois, ça les fait rire parce que il y en a un qui commence une phrase, l'autre la continue. Ou bien Benoît le croise un enfant, il lui dit quelque chose, moi je le croise l'instant d'après, je dis exactement les mêmes mots, quoi. Donc comme s'il y avait des connexions entre nous. C'est assez marrant. Ce qui ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Hein. Non, non, c'est bien s'engueuler. Dans votre histoire, il y a quand même eu une étape dans votre histoire d'amour, mais dans votre histoire de vie. Je vais juste reprendre ce que vous avez dit parce que ça m'a marqué dans un document que vous m'avez envoyé. Donc en 1990, vous décidez de partir en Équateur parce que, je vous cite, vous aviez conscience d'être né du côté privilégié de la planète et vouliez vivre la réalité du Sud. Donc qu'est-ce que vous êtes allé faire concrètement et qu'est-ce que vous avez finalement vécu de cette réalité du Sud en tant qu'Européen ? Mais qu'est-ce qu'on est allé faire ? Donc, on travaillait avec les Indiens, d'une part, des hauts plateaux andins, et dans des quartiers marginaux, l'équivalent de bidonville, on va dire. Et oui, on a été tout de suite très frappés par la violence beaucoup plus présente. Je dirais la violence qu'on appelle d'habitude violence, la pointe visible de l'iceberg, une violence beaucoup plus visible avec des gens qui vivent avec une épée Damoclès en permanence au-dessus de leur tête. Une famille de 7-8 enfants qui vit avec moins de $100 dans des conditions incroyables. Enfin bon. Et en fait, en même temps, on a été extrêmement touchés par la capacité d'accueil de ces personnes, d'amour de ces personnes, même quand on leur faisait du mal, par la manière dont ces gens qui n'ont pas le pouvoir des riches, je vais dire. Par exemple, ils luttaient pour défendre leurs terres. C'est là qu'on a rencontré, nous, la non-violence en tant qu'outil de lutte et de combat sociétal. Les Indiens, en une nuit, pouvaient bloquer le pays. Simplement, ils mettaient des troncs d'arbres et des grosses pierres dans la montagne, enfin partout sur les chemins. Et donc après, les camions ne savaient plus passer et ainsi de suite. Et donc, c'est comme si on a découvert que la violence n'avait pas le pouvoir de détruire complètement les personnes et la vie. Tu pourrais peut-être donner l'exemple d'Estella qui était assez fort. Estella, en fait, c'est une personne donc qui nous aidait à la maison. On savait qu'elle avait eu une enfance très très difficile. Elle a été violée à 5 ans par son père, puis après par son beau-père. Elle a dû fuir, se marier très jeune, enfin bref. Et un beau matin, elle arrive, et c'était 40 ans après, donc elle avait 45 ans, et elle nous dit que son père est revenu, réapparu dans sa vie, et qu'elle l'a accueilli parce qu'il est arrivé là, il n'avait pas où aller, il était pauvre, malade et tout ça, donc elle l'a accueilli. Et en fait, il avait essayé de violer sa fille, sa propre fille. Et donc ça, c'était terrible pour elle. Elle était complètement effondrée. Et en même temps, quand nous, on lui disait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on aille le dénoncer à la police, tout ça, elle dit non, parce que qu'est-ce qu'il va faire ? Je veux pas qu'on lui fasse de mal.
Nous, ça nous a sciés parce qu'on s'est dit, mais c'est incroyable, cette femme qui a souffert terriblement dans son enfance, à cause de ça, toute sa vie a été orientée d'une certaine façon, et son père qui revient, qui fait du tort à ses enfants, et elle a encore le souci du mal qu'on pourrait faire à cet homme-là. C'est pas qu'elle voulait qu'on ne fasse rien. Et d'ailleurs, quand on a cherché après, on a pu vraiment mettre en place quelque chose où il y avait des associations qui accueillent justement des hommes qui sont qui leur permettent de faire tout un chemin, une thérapie, etc., pour justement éviter les récidives. Et elle voulait plus qu'ils vivent chez eux. Mais elle avait malgré tout le souci de qu'est-ce qu'il va devenir. Et ça nous a beaucoup interpellés parce qu'on dit, waouh, quel regard qui est capable d'amour malgré la violence qu'on lui a fait, quoi. Il n'y avait pas de haine. Il n'y avait pas de vengeance où je vais lui faire payer, où je suis... Donc c'est ça qui était touchant. En même temps, elle voulait protéger sa fille, et ça c'est évident. Hein. Mais j'avais envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que Benoît disait tout à l'heure, c'est que de découvrir toute cette violence et cette injustice qui était faite aux populations. Bon, Estéa est un exemple, mais les paysans indiens, moi j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers marginaux, etc. Ça a développé vraiment en nous une question profonde de dire, mais est-ce qu'on est impuissant face à la violence et l'injustice ? Et si on veut agir, mais tout en étant en cohérence avec nos valeurs et notre foi, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et alors, est-ce que vous avez découvert ensemble la non-violence aussi ? Ou il y en a un des deux qui a mené la danse ? Non, on a découvert ensemble, en Équateur en fait. Hein. Ça a été un peu quelque chose d'assez incroyable. On a été les invités de la dernière heure. Il y avait une rencontre mondiale de l'IFOR, ou le MIR, en français, Mouvement International de la Réconciliation, qui est un mouvement mondial de non-violents. Bon, il y avait des gens de tous les continents qui venaient, et nous, on s'est retrouvés là en tant qu'interprètes, et aussi parce qu'on avait une voiture. Et en fait, on a passé une semaine avec eux, et pour nous, ça a été évident, même quand on est ressorti, on a écrit un genre d'engagement, on n'y changerait pas un mot aujourd'hui, engagement de vie, et on a senti cette semaine-là, c'est ça notre mission de vie, c'est ça ce qu'on porte au plus profond de nous tous les deux. C'était déjà là avant, sauf que là, ça a pris des contours, il y a des mots qui ont été mis là-dessus, il y a des témoins, il y a des personnes, on s'est senti membres de ces gens qui cherchaient là. Oui, ça a été vraiment pour nous une révélation. Qu'est-ce que dit cet engagement ? Il dit quelque part qu'on sent que la non-violence répond vraiment à notre mission de vie, au sens, aux valeurs qu'on veut vivre en couple et dans notre profession et avec nos enfants qui n'étaient pas encore nés et qu'on veut s'y engager pour toutes nos vies. Donc c'est devenu quelque chose de vraiment central dans notre vie, quoi. Depuis là, on parle de 30 ans. Oui, 92. Je trouve ça intéressant parce que vous dites tout de suite de le vivre entre nous. Et pour beaucoup de gens, la non-violence, c'est pas forcément ça. C'est de l'appliquer dans des tactiques, des techniques d'approche révolutionnaires pour changer la société. Et vous, ça a tout de suite été dans la relation. Parce qu'ils en avaient parlé au cours de ce séminaire ou parce que ça vous a apparu évident qu'il fallait commencer par soi ? Alors, j'ai envie de dire les deux. Donc oui, ça faisait partie de nous déjà et de notre chemin très fort. Oui, ils en avaient parlé au milieu. Mais il y a une troisième chose, c'est qu'on était engagés dans des luttes non violentes et qu'on a vu que parfois les mouvements qui se disaient non violents pouvaient être vachement violents. Entre eux, avec les autres, et donc ça nous a posé beaucoup de questions en se disant fantastique pour changer la société, mais si on n'a pas d'abord été voir notre violence et la manière de le changer, en fait, on n'est pas vraiment non violent. Pour donner un exemple qui nous a frappé, donc le 14 juillet, on était content d'être invité à l'ambassade de France parce que c'était le moment où on avait des bons vins, etc., ce qui était rare en Équateur. Donc on y était avec d'autres amis français. Et pendant qu'on y était, c'était au moment des essais nucléaires à Mururoa, dans le Pacifique. Et du coup, il y avait une manifestation non violente à la porte de l'ambassade. Quand nous, on a vu ça, on s'est dit « Ah, mais c'est super, on va aller les rencontrer. Peut-être qu'on peut arranger une rencontre entre eux et l'ambassadeur, etc. » Donc, on va avec tout notre bon cœur vers eux, on s'approche. Et en fait, le fait même qu'on sorte de l'ambassade, pour eux, on était des sales Français radioactifs quelque part. Ils nous ont absolument pas accueillis. On a essayé de discuter, mais ils nous insultaient. Et donc, on n'a rien pu faire. Et on s'est dit « Mais c'est quoi comme non-violence ça ?» C'est Jean Gosse qui, on pourra peut-être en reparler parce que nous a beaucoup inspiré, mais qui disait l'arme de tout non-violent, c'est d'abord établir le dialogue. Après, si on n'y arrive pas, on peut aller chercher d'autres techniques, mais on est toujours avec cet objectif d'entrer en dialogue et d'établir le dialogue avec notre adversaire.
Mais ils se disaient vraiment non violents parce que là, tactiquement, c'était un échec. Enfin, s'ils insultent les gens qui... Je comprends pas leur tactique, mais bon, bref. Nous, on l'a vécu beaucoup. D'ailleurs, même, en général, dans la littérature, on parle de 3 réponses à la violence. On parle de la contre-violence, la passivité et la fuite et la non-violence active. Et nous, dans notre chemin, on en a créé 2 nouvelles. Et il y en a une qu'on a appelée la non-violence tactique, justement. La non-violence tactique, c'est quand on est très fort dans la non-violence au niveau de l'utilisation des outils, et on est prêt à agir. Et on agit, c'est ça qui est fantastique. Mais en même temps, le changement intérieur, ça fait pas partie de notre horizon. Et ça, on a beaucoup rencontré dans pas mal d'endroits. Et puis, il y a de l'autre côté ceux qui travaillent à fond dans le changement. C'est ce qu'on appelle la non-violence PIPSI, spiritualisante, psychologisante. Eux, ils travaillent à fond sur le changement personnel et sur changement de regard, je sais pas, moi, bénir leurs ennemis, tout ce que vous voulez. Mais ils agissent pas. Les 2, c'est déjà des chemins vers la non-violence active. Mais il y a une partie qui est complètement oubliée. Et ça, on a beaucoup rencontré dans des mouvements non-violents et en nous aussi. Faut quand même être honnête, en nous aussi. Donc, quelque part, pour nous, il faut vraiment garder ces 2 pôles. Et le pôle de l'action et le pôle de la transformation de la violence en nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir en Belgique et à fonder l'association, votre association jusqu'à aujourd'hui, Sortir de la violence ? Il y a un moment où soit on allait continuer notre vie dans, je dirais, tout ce qui est le développement. Et à ce moment, on a vraiment senti à l'intérieur de nous, tous les 2, c'était une évidence que non, qu'en fait, ce qui était au centre de notre vie, c'était la non-violence. Et donc, on est rentré en Europe en se disant, nous, on veut mettre notre vie au service de la non-violence. Seulement ça, c'est pas un métier. Il n'y a pas des endroits où mettre un CV et je sais pas quoi. Donc, on est revenu comme ça, ouvert et en même temps en recherche. On a fait plein de rencontres. On a commencé à animer des sessions. On a continué nos recherches personnelles, aussi en lien avec la lecture de l'Évangile. Et petit à petit, je dirais, il y a un chemin qui s'est dessiné jusqu'à un jour, avec d'autres, effectivement, fonder une association qui s'appelle Sortir de la violence. Oui. Et donc le but de cette association, c'est vraiment de se mettre au service des personnes, des groupes, des institutions, des associations qui ont le désir de parcourir ce chemin de la non-violence, de devenir plus artisans de paix, de transformer leurs relations et leur situation avec la non-violence et donc la force de l'amour. Alors moi, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, donc qui s'appelle « Entrer dans l'Évangile pour sortir de la violence », c'est combien vous vous arrêtez sur un point fondamental, finalement on repère pas forcément facilement, qui est où commence la violence. Oui. Alors est-ce que vous pourriez répondre à cette question ? On s'est assez vite rendu compte que beaucoup de gens, nous les premiers, on n'avait pas de repère clair sur où commence la violence. Et d'ailleurs, on a fait une expérience très instructive. On est allé faire ce qu'on appelle un micro-trottoir dans une des rues les plus passantes du centre de Bruxelles. Et quand on demande aux gens, qu'est-ce que c'est pour vous la violence ? La très grande majorité des gens, ils nous parlent de ce que nous, on appelle la pointe visible de l'iceberg. Les cris, les coups, le racisme, l'exclusion, évidemment la violence physique, la guerre, le terrorisme, tout ça. Là, tout le monde est d'accord. Ok, c'est la violence. Il y en a très très peu, de l'ordre de 5%, c'est très peu, qui nous parlent de ce que nous on appelle la partie immergée, cachée de l'iceberg. Il y en a qui vont dire oui, mais il y a aussi les violences psychologiques. Puis on leur dit mais c'est quoi les violences psychologiques ? Puis ils commencent à expliquer. Ou d'autres, oui, mais il y a aussi les violences structurelles. Et on dit mais c'est quoi les violences structurelles ? Puis ils commencent à expliquer. Mais quand ils expliquent, il y a toujours des gens autour pour dire ouais mais non, ça c'est pas de la violence. Donc il n'y a pas de repère commun. Et donc on s'est dit mais là il y a un enjeu fondamental. Parce que si on n'apprend pas à reconnaître la violence dès qu'elle démarre, alors on va n'avoir que quand elle est déjà vachement extrême. Et donc, c'est pour ça qu'on a vraiment cherché, est-ce qu'on pourrait avoir un repère, comme si on savait qu'on traverse une frontière ? Qu'est-ce qui fait que, même si je crie pas, même si je donne pas de coups, même si j'insulte pas, même si je suis déjà dans la violence ? Et un élément important pour nous aussi dans ce où commence la violence, c'est qu'on se rendait compte que les mécanismes de ces attitudes dans cette partie invisible de la violence sont les mêmes que quand on est dans la partie visible. Il y a vraiment une mécanique de la relation qui nous amène à ces violences. La violence, elle commence chaque fois que moi j'estime que j'ai raison, que ce que je pense est juste. Nous on dit qu'on est comme tout transparent. Et que l'autre a tort, a pas compris, veut pas le reconnaître, en plus, se trompe. Et chaque fois qu'on a un regard comme ça, où moi je suis transparente et l'autre, donc nous on dit qu'il est rayé, en fait,
il y a comme un mur entre moi et l'autre. Je suis dans l'incapacité d'entrer en relation avec l'autre et même plus ma posture et mon regard sur l'autre me met en position de violence et va inviter l'autre, qui n'apprécie pas de se sentir rayé en fait, à vouloir se défendre. Et se défendre soit en disant « mais non, c'est pas vrai » ou au contraire en m'attaquant « mais non, c'est toi qui as tort ». Là, ça me fait tout de suite rebondir. Il y a quand même des situations dans la vie où on est dans notre bon droit, où là, on a l'impression qu'on est vraiment tout transparent, qu'on a toujours bien agi. Et comment on peut répondre à ça ? Alors, le problème, c'est justement de pouvoir lâcher le fait d'avoir raison ou tort et de vouloir prouver qu'il y en a un qui a raison et l'autre a tort. Parce qu'en fait, l'enjeu n'est pas là. Dès qu'on est là-dedans, on est dans des mécanismes de relations violentes. L'enjeu, c'est de se dire, OK, moi, j'ai un point de vue, j'ai un vécu, mon point de vue, il est constitutif de qui je suis, de mon histoire. Et l'autre en face de moi, il a une autre vision, il a un autre point de vue qui est éminemment respectable parce qu'il est aussi le fruit de son histoire. Ce que je dirais plutôt, c'est que oui, il y a des choses objectives. C'est vrai, il y a des choses qui sont objectivement destructrices. On se situe là plutôt au niveau des actes. Il y a deux niveaux différents. Donc la violence, c'est aussi chaque fois que on mélange les deux et en fait on attaque la personne alors que c'est les actes qu'on devrait combattre. Et effectivement, il y a des actes qui sont objectivement destructeurs et qu'on ne peut pas laisser faire. Maintenant, derrière ces actes, il y a aussi une personne. Si j'enferme cette personne, j'enferme dans le sens de ce qu'Ariane vient de dire, je l'enferme derrière ses barreaux, elle va se défendre, elle n'aimera pas être enfermée. Tandis que si je parviens à pouvoir la rejoindre là où elle est, il y a beaucoup plus de chances qu'après, elle puisse aussi voir là où moi je suis et que peut-être quelque chose puisse la toucher. Ce qui ne veut pas dire que ça marche pas toujours d'abord et que si ça marche pas, effectivement, il y a des choses face auxquelles on va pas laisser faire. Tu parlais tout à l'heure de la jeune fille là, que le grand-père avait violée. Bah, la maman, on peut pas laisser faire ça et faire l'autruche. Ça, on est bien d'accord. Peut-être qu'on peut justement aller plus loin et je ne sais pas si c'est possible de l'expliquer, mais c'est vrai que dans le livre vous mettez beaucoup de schémas qui sont liés à un outil que vous avez créé qui s'appelle la roue du changement de regard. Alors est-ce que vous pouvez essayer de le schématiser oralement, cet outil ? Alors, une chose que je veux quand même dire qui est importante, c'est que c'est pas nous qui avons créé cet outil. C'est Bruno et Isabelle, un couple avec qui on a fondé Sortir de la violence. Et c'est surtout Isabelle qui voyait ce mur comme ça entre moi et l'autre quand on est dans ce regard fermé et qui a essayé de le représenter. Et donc, elle a créé cet objet qui s'appelle la roue du changement de regard. Donc, une roue qui a deux parties, qui a un carton derrière sur lequel il y a une moitié où il y a moi et de l'autre côté il y a l'autre. Et puis, devant un cercle transparent, d'un côté tout transparent, de l'autre côté rayé. Et donc, qui permet de faire bouger le mur et de pouvoir montrer comment on peut faire basculer ce mur entre moi et l'autre pour que ça devienne une passerelle finalement. Donc le mur, il est là dès que soit je vois l'autre tout transparent et moi tout rayé, soit je me vois tout transparent et l'autre tout rayé. Là, il y a un mur, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire basculer le mur ? Basculer le mur, ça veut dire revenir dans le réel de la relation. C'est que dans la relation, il n'y a pas un tout rayé et un tout transparent. Ou même moi, face à moi-même, beaucoup d'entre nous, quand on se sent bien, on se croit tout transparent, et quand on se sent mal, on se sent tout rayé. Mais en fait, on n'est jamais tout transparent ou tout rayé. Et dans la relation non plus. Et donc, faire basculer le mur, ça ouvre deux diagonales. La première, la diagonale de l'écoute, et la deuxième, la diagonale de l'expression. Diagonale de l'écoute, ça veut dire que je puisse être à l'écoute de la vérité de l'autre, de ce que lui vit, de son point de vue, de ce qu'il a à vivre, aussi de ce qu'il a difficile face à moi, ce qu'il me reproche. Mais si je ne fais que ça, en fait, je vais moi-même m'enfermer. Il n'y a plus que son point de vue à lui, et c'est moi qui suis le tout rayé, et puis il n'y a que son transparent. C'est pas correct non plus. Donc rien que l'écoute, c'est insuffisant. Donc en fait, ce qui est très important, c'est qu'après, je puisse exprimer ce que moi je vis, et aussi ce que j'ai difficile face à lui. Alors on n'y arrive pas du tout toujours, mais quand on y arrive, oui, là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose de très différent qui se passe. Vous soulignez sans cesse l'importance de regarder sa propre violence. Comment vous faites avec votre propre violence, dans votre couple, avec vos enfants ? Être non violent, ce n'est pas ne jamais être violent. Parce que ne jamais être violent au sens de ne pas tuer quelqu'un ou ne pas frapper, c'est peut-être possible. Mais au sens de ce que montre la roue du changement de regard, au sens d'enfermer l'autre, ou d'écraser l'autre, ou de m'enfermer moi, ou de m'écraser moi, ça, c'est pas possible. Et donc, pour nous, être non-violent, c'est devenir de plus en plus vite conscient de ma propre violence, et quand je la vois, ne pas chercher à justifier.
Donc par exemple, entre Ariane et moi, on a tous les deux des caractères assez forts, et c'est clair que souvent, ça peut monter, on appelle nous les ping-pong, et puis oui, il y a une escalade et tout. Avant, ces escalades, elles pouvaient être beaucoup plus fortes et avoir beaucoup moins de limites. Maintenant, on le repère beaucoup plus vite. Et quand on le repère, on peut le reconnaître. Et quand je reconnais ça, bien souvent, l'autre qui est en face, il peut aussi avoir accès à ce que lui, il a eu sa part dans le mur. Il a aussi construit le mur avec moi. Oui, j'ai envie de dire, ce qui est très important, c'est qu'en fait, tout ce qu'on se permet, on le permet à l'autre. Donc, chaque fois que moi, je me permets de reconnaître, de dire, oui, là, je vois que c'est pas juste, j'aurais pas dû crier, je t'ai blessé, etc. En fait, ça invite l'autre à le faire. Et pour moi, c'est essentiel. Et dans l'éducation des enfants, c'est aussi essentiel. On a eu comme ça une histoire avec les enfants que j'aime bien raconter. Un soir, les enfants étaient un peu excités. Je crois qu'ils avaient entre 6 et 10 ans, tous les trois. On les appelle une fois. Enfin, c'est Benoît qui les appelle une fois, 2 fois pour qu'ils aident à débarrasser. Ils viennent pas. Et donc, à un moment donné, Benoît crie et dit, maintenant, ça suffit, vous venez. Bon, évidemment, c'est pas non violent, mais c'est efficace. Donc, ils viennent tout de suite. Mais ils étaient quand même encore dans l'énergie de s'embêter. Et Chouiana, l'aînée, continuait à titiller sa sœur. Et donc Benoît, qui lui, en fait, n'était pas bien, s'énerve et lui donne un coup dans le dos. Alors Chouiana se retourne et dit, quoi, c'est ça ta non-violence? Alors Benoît répond, non, ça c'est ma violence. Et puis, à ce moment, on a vu Paolo qui était là avec sa petite voix et qui a dit, mais enfin, Chouiana, donc il dit à sa sœur aînée, tu sais bien que papa, il a des idées non violentes et qu'il essaye d'être non violent. En fait, il a tout compris. C'est-à-dire qu'il y a les idées, il y a cette perspective, comme je disais, que on sait que c'est là qu'on veut aller et puis on n'y arrive pas. Mais l'essentiel, c'est que on puisse se reconnaître, puis on fait un chemin et que à ce moment-là, Benoît, il a pu reparler avec les enfants, avec les Chouiana, et pouvoir mettre des mots aussi sur le fait qu'il y a toute la part que lui est énervé aussi, qui les concerne pas, ça n'a pas à rejaillir sur les enfants, donc c'est pas juste. Et voilà, et ça donne l'occasion d'en parler et de cheminer là-dedans. Est-ce qu'il ne manquait pas à Benoît un temps, en fait, à ce moment-là, pour accueillir son propre inconfort et agir différemment? Effectivement, on se rend compte que si on agit du tac au tac, si on est dans la réaction, on a des grandes chances d'être plutôt violent parce qu'on a tellement appris ces mécanismes de se défendre ou attaquer l'autre que spontanément, c'est ce qu'on va faire. Et on dit, nous, qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle le rappel de la conscience, c'est ce temps de respiration pour passer de la réaction à l'action non violente, ce qui est tout à fait différent. Et donc, on a besoin de prendre un peu de recul et de dire, là, ce qu'il vient de me dire, l'autre, ça vient me chercher, je sens que ça m'agresse, j'aurais envie de me défendre ou d'attaquer, mais je décide d'en faire autre chose. Donc, ça demande une décision quelque part. Donc ça, c'est très important, ce temps du rappel de la conscience. Ça va très loin parce que c'est les réactions de notre pilote automatique, de notre cerveau reptilien. Dès qu'on est en insécurité, c'est lui qui prend le contrôle. Il n'a que 3 types de réponses. Et ces réponses, donc en anglais, c'est les 3 F, fight, flight, freeze. Soit j'attaque, soit je m'enfuis ou je bouge pas. Et en fait, ça, c'est 2 formes de violence. Donc si on est uniquement dans la réaction de notre pilote automatique, on est dans ce qu'on appelle dans la contre-violence ou dans la passivité ou la fuite, qui sont 2 formes de violence. Alors ça, c'est très intéressant. Je voudrais vraiment qu'on rebondisse dessus parce que j'ai trouvé ça très juste que vous souligniez que la passivité est aussi une forme de violence. Alors, est-ce que vous pouvez l'expliciter davantage? Alors, c'est fondamental parce qu'en fait, dans la passivité, il y a 2 types de violence. Il y a d'abord la violence que je me fais à moi. Si j'ai été victime d'une violence et que je bouge pas et que je dis rien, peut-être parce que j'ai peur ou parce que ci ou ça, ça veut dire que quelque part, la violence, je l'accepte ou je l'encaisse et que je n'existe pas. Première chose. Et deuxième chose, Martin Luther King avait très bien expliqué ça. Quand nous restons dans la passivité, nous participons à l'escalade de la violence. Nous la permettons. Elle va continuer. On n'arrête pas du tout la violence. Et donc, ça, c'est absolument fondamental parce qu'on voit seulement le violent, celui qui commet des actes visiblement violents, mais on ne voit pas notre part à nous. Moi, je travaille beaucoup aussi, en tout cas depuis un certain temps, en entreprise. Et en entreprise, ce qui me frappe, c'est que les violences de type contre-violence, c'est-à-dire où quelqu'un tape sur la table et est vraiment elles sont pas si nombreuses que ça. Mais par contre, les gens qui ne disent rien, parce que j'ai déjà essayé, ça ne marche pas, parce que j'ai peur pour mon poste, ils la ferment, c'est tout. Et puis en même temps, ils vivent un boulot où ils sont vraiment pas épanouis et pas heureux. Ça, il y en a beaucoup. Et quand on nomme que ça aussi, c'est une forme de violence et que les gens peuvent le reconnaître et que donc ne pas oser exister et vraiment s'écraser soi-même, c'est une violence sur soi, mais pas seulement. Aussi par rapport à ce système sur lequel, en général, ils râlent bien, ils se plaignent et tout, mais ils voient pas leur part dedans. Et donc que la non-violence, parce que beaucoup, non-violence, ils voient ces non à la partie
agressive de la violence. Mais en fait, c'est pour ça qu'a été rajouté, je crois que c'est Jean Gosse qui a rajouté ça, non-violence active. Pourquoi active? Parce que c'est non aussi à la part passive de la violence. Donc c'est aussi non à je m'écrase, comment est-ce que je vais pouvoir exister et comment moi aussi je suis responsable de cette situation qui est là et de faire évoluer la situation, par exemple, dans mon entreprise. Et quand on libère ça, waouh, alors là on libère énormément d'énergie. J'ai remarqué dans votre site sur donc le management humain durable, donc qui représente ce que vous apportez aux entreprises. J'ai remarqué que vous parliez d'entreprises en voie de libération. De quoi ont-elles à se libérer et comment vous les aidez à se libérer? Alors, effectivement, le terme entreprise libérée, donc c'est pas du tout moi qui l'ai créé, il y a tout un courant autour de ça. Moi, je le trouve un peu ambigu. J'aimerais mieux parler d'entreprise libératrice parce que pour moi, ce qui est essentiel, c'est entreprise en voie de libération, elle ne va se libérer que si les personnes se libèrent. Et donc, premier niveau, c'est déjà, par exemple, repérer où commence la violence. Alors, on nomme peut-être pas tout de suite comme ça dès le début, on dit qu'est-ce qui ferme et qu'est-ce qui ouvre les relations. Après, ça suffit pas de dire ça. Donc, on met en place aussi des mécanismes qui permettent de apprendre ce qu'on appelle l'intelligence collective aujourd'hui, ou les modes de gouvernance participatif, qui peuvent donner une place à chacun dans l'équipe, et où chacun puisse avoir un vrai espace sécurisé, où justement, il puisse oser exister. Rien qu'un bête exemple. Dans l'intelligence collective, on donne la parole à chacun. On dit, même si vous avez 5 questions, Célia, eh bien, vous pouvez en poser une. Et puis, chacun à son tour pourra en poser une. Quand on revient à vous, si vous en avez encore une, ben vous reposerez une autre. Eh bien, en fait, ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme. Moi, j'ai vu des équipes dans lesquelles il y a des gens, ils ne disaient, pour ainsi dire, jamais rien, sauf quand on leur posait des questions, et les réponses étaient hyper courtes. Quand on a mis en place ce genre de processus, où quand c'est à leur tour, ils ont vraiment la parole, ben, au début, ils l'apprennent pas beaucoup, mais au bout de 2, 3, 4 fois, ils commencent à l'apprendre. Et même au bout de, par exemple, je travaillais avec une équipe là dernièrement, et je voyais les autres, quelqu'un d'autre qui était d'ailleurs une grande gueule et qui disait, à la fin, il y a un drone de clôture, d'évaluation, il dit « Quand je vois ce dont on s'est privé pendant autant d'années ». Et il parlait de 2 personnes qui étaient les 2 timides du coin, qui ne disaient jamais rien, et il était en train de dire tout ce que ces personnes-là apportaient. Pour moi, ce qui est très fort, c'est de prendre conscience aussi que quand je suis passif, je prive l'autre du cadeau de qui je suis. Et si on est persuadé que chaque être humain est unique et donc a quelque chose d'unique à donner au monde, c'est super important que chacun puisse vraiment exister face à l'autre et faire chacun le cadeau de ce qu'on est à l'autre. Si chacun est vraiment présent et de manière constructive, au service du projet commun, c'est quoi aussi notre projet commun? Il y a plein d'entreprises, ils savent pas c'est quoi. Donc ça aussi, c'est un des pas essentiels. C'est quoi notre projet commun? Pourquoi je me lève le matin? Et les autres, on est sur un bateau commun, une entreprise, une organisation, une association, mais notre bateau, il va où? Ben ça, c'est une question vraiment essentielle parce que quand même, dans l'entreprise, je crois qu'il y a très peu de gens heureux. Enfin, je sais plus, j'avais lu des études, ou d'ailleurs c'est peut-être sur votre site, je sais plus. Mais c'est donc pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire, ou est-ce que c'est tout le système qu'il faut changer? Est-ce que c'est des questions que vous vous posez parfois? Parce que le système est malade, ça c'est très clair. Et pour moi, il arrive à un moment où on va pas pouvoir continuer, je sais pas combien de temps ni comment, mais il y a 10-15 ans, quand moi je venais avec le management humain durable, par exemple dans des cercles avec tous des hommes d'affaires, des cadres et tout, il y en avait peu qui écoutaient, ils écoutaient 2 minutes puis ils passaient à autre chose, et en gros j'étais vu comme un espèce d'utopiste, idéaliste, je sais pas quoi. Maintenant, quand on parle de ça, la plupart des gens s'intéressent, et donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer dans les consciences. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de burn-out, il y a beaucoup plus de situations vraiment difficiles, puis aussi ce que nos entreprises créent à notre planète, il faut quand même pas tourner autour du pot maintenant, réchauffement climatique, 6e extinction de masse et des tas d'autres choses, j'en passe, et donc il est clair qu'on arrive là, quelque part, où le système économique, il y a quelque chose qui doit complètement se réinventer, qui doit changer de paradigme. Mais en fait, ça peut pas se réinventer sans l'homme et la femme. Et il y en a aujourd'hui qui réinventent. Oui, c'est en chemin. Alors moi, j'avais l'impression aussi que dans le travail que tu fais, Benoît, en entreprise, tu pars de la réalité de leurs besoins de relations, de bien fonctionner en équipe, etc. Et puis petit à petit, justement, tu viens en parler de la raison d'être de l'entreprise, et que en parlant de ça, tu les amènes aussi à dire, ben oui, le sens
qui voient leur travail, les valeurs qu'ils veulent y vivre. Et donc, ça travaille sur après, justement, l'entreprise. Est-ce qu'elle est au service du profit seulement pour soi ou est-ce qu'elle a une plus-value pour le monde, pour la société, pour chacun des travailleurs qui y est? Comme on dit au début, c'est toujours un chemin. On va pas changer les choses du jour au lendemain parce que ça demande à chacun vraiment une transformation intérieure. On a chacun, et c'est vrai, à tout moment dans notre vie, dans toutes les relations, on peut décider de semer la violence ou de semer la non-violence, donc l'amour. C'est la responsabilité de chacun, et que ce soit parce qu'une caissière est désagréable, que j'ai envie de l'envoyer bouler, plutôt de me brancher sur ce qu'elle vit et de semer de la paix, ça c'est ma responsabilité, et ça c'est une non-violence qui peut se vivre à tout instant. Merci Ariane et Benoît Guibert-Tyran. Et la suite de cette interview dans le prochain épisode de La force de la non-violence. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, commentez-le, partagez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Et si vous voulez m'aider à poursuivre cette mission que je me suis donnée de diffuser la culture de non-violence et à continuer ce travail passionnant, vous pouvez me faire des dons ponctuels ou réguliers en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je vous souhaite d'utiliser vos peurs, vos colères et vos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Ahimsa.